Bien le bonjour. Aujourd'hui, pour faire ce trajet, j'ai choisi la voiture la plus fiable de la flotte Smells Like Gasoline, la DB7. La plus fiable puisque je lui ai jamais vraiment donné l'occasion de tomber en panne jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on va aller du côté d'Alès. Le programme est alléchant, vous verrez. Là, on va aller récupérer mon cadreur du jour. Et déjà, si j'arrive jusqu'à là-bas, ce sera une petite victoire pour cette Aston Martin. La température n'a pas l'air de poser de problème aujourd'hui. Espérons que ça continue comme ça. Un certain Hugo m'a contacté par mail pour me proposer une journée trop belle pour être vraie, immergée dans le monde de la compétition automobile. J'ai eu un doute au début et puis j'ai fini par comprendre que c'était on ne peut plus sérieux. Je vous embarque donc aujourd'hui pour vivre la journée idéale d'un passionné automobile et plus particulièrement de pilotage. Là, on dirait qu'on va avoir le beau temps avec nous. Je préfère ça parce que j'ai regardé de nouveau le dot sur les pneus de la DB7 et ils sont de 2005. Ils sont en bon état pour des pneus de 2005, ils sont pas si dangereux que ça, mais quand même sur le mouillé, c'est pas génial. Bonjour cher ami caméraman. Bonjour. On t'a déjà vu sur la chaîne, tu es le Chelin. Oui, c'est moi. L'origine vient de Clermont-Ferrand, malgré tes apparences. C'est ça, une entreprise émérite de fabrication de pneus. Ouais. On va pas raconter toute l'histoire parce que ce serait trop long, mais voilà. Le Top Gear a le stick et moi j'ai le Chelin. J'avais besoin de toi parce que logiquement on va faire un joint de culasse à un moment donné, il faudra pousser pendant quelques kilomètres et tout seul c'est chiant. Oui, surtout que la voiture est lourde quand même. Voilà, donc tu sais dans quoi tu t'engages. Hein. À pousser? Ouais, pousser la bagnole. Ah. Non. On achèterait une autre bagnole pour la tracter. Vous serez peut-être un peu déçus comme je l'ai été partiellement, mais il s'avère que l'Aston s'est montré fiable et agréable à l'exception de la problématique de la température de l'habitacle. Même avec 10 degrés dehors, une climatisation fonctionnelle aurait été un plus. J'ai toujours pas confiance. Hein. Moi ça va, je suis serein. C'est parce que t'as pas assez roulé avec, sinon tu serais comme moi. Consommation, ouais, entre 13 et 15 litres au 100 quoi. Ouais. Je sais que ça passionne les foules, la consommation sur ce moteur, donc je suis obligé d'en parler. Après, tu l'as fait tourner quand même plus froid que ce qu'elle devrait. Un petit peu, ouais, mais finalement pas beaucoup, hein, parce que sur l'autoroute, elle tournait pas très loin de la température cible. Après avoir donc consommé beaucoup trop de carburant, on est arrivé au point de rendez-vous pour rencontrer le reste de l'équipe qui sera à nos côtés pour la soirée le lendemain. Je crois qu'on va y arriver, hein. Ben oui. Et t'auras même pas poussé, tu sers vraiment à rien, toi. Voilà, on est arrivé chez Classic & Racing. Tu notes la prestation du transport, du coup, la DB7 alors Franchement, mis à part ce problème de chaleur, c'était bien. Sans surchauffer. Ouais, ouais. On verra combien de liquide de refroidissement il reste dans la caisse. Et la réponse est 100%, elle n'a pas consommé 1 millilitre de liquide. Donc ça, ouais, effectivement, ça fait un bon camping-car pour aller faire du circuit, justement. On va l'un de ces GMC dont le moteur n'aura pas fini dans une Camaro. Je suis habitué, moi, le soleil, tout. On est bien ici. Hein. Salut, Ça va bien? Monsieur Moustache. Enchanté. Salut Alex. Salut, Ça va? Bonjour. Voilà donc les deux autres chanceux. Alex, autrement connu sous le pseudo Alpha Delta 06, et Étienne, complété par ses attributs subbucaux. Étienne Moustache donc. On a commencé par visiter les locaux de Classic Racing qui a co-organisé la journée. Une boîte aux multiples activités dans le domaine de l'automobile peu commune. Le plus souvent orienté compétition plaisir, mais dont une grosse partie réside dans la restauration et la préparation des véhicules puis à leur mise en vente. La plus visible pour nous, c'est la plateforme qu'ils ont construite qui propose un certain nombre de véhicules susceptibles de nous faire baver. Autant dire qu'on va pas retrouver de Dacia Logi DCI par ici. Ouf. Mais dans leurs locaux, on retrouve aussi un simulateur en cours d'assemblage. Donc ici on stocke les pièces. On a trouvé un artisan en Angleterre qui fait des beaux moteurs de 100-105 chevaux en 1400 cm3. Le panel présent ce jour-là était du genre varié, mais il y avait bien de quoi se rincer l'œil. De 220 chevaux, 3 litres 9 dedans, pour aller faire l'imbécile. Elle démarre la Mustang, Mathis? Oui. Elle démarre. Après avoir goûté au V12 toute la matinée, c'était bien de varier un peu les plaisirs. Et cette Mustang était... ouais, gentiment sonore. Trop bruyante.
parlant de varier les plaisirs, on a même eu droit à une visite du petit camping-car. Ah oui, 8 litres, 4. 454 ou un truc comme ça, un truc énorme. Voilà, ici tu accroches les sangles, je veux dire, tu as ton deuxième lit ici si tu veux avoir 2 lits suspendus. Et après ça se déplie, je sais pas comment ça marche. Après il est sain, complet, il marche. C'est plutôt rare d'en voir en état de fonctionnement puisque beaucoup de leurs moteurs ont été prélevés pour se retrouver sous le capot d'une Camaro ou autre véhicule du groupe GM. Par contre, a priori, il vous faudra le permis poids lourd là. Après cette petite parenthèse, j'ai pu faire plus ample connaissance avec Alex et Étienne. 1, 3, 4 ABC, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Étienne Moustache pour les intimes. Pourquoi Moustache? Pourquoi Moustache? J'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça, je trouvais que ça sonnait bien. Ah, ok. Après, c'est Voilà. Ah, c'est peut-être. Ah oui, c'est vrai. Mais non, en fait, c'est une coïncidence. poil. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur Internet, sur la chaîne d'Amixem, à faire des vidéos qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le monde de l'automobile. Et le vrai déclencheur, c'est le GP Explorer. L'idée avec cette chaîne YouTube que je viens de lancer, c'est de faire découvrir plutôt le monde du sport auto. Bah, moi, je crois que je suis aussi youtubeur. Non, Alex, 25 ans. C'est pas un speed dating. Aujourd'hui, je suis plutôt spécialisé dans le voyage automobile, c'est-à-dire que je montre, je sais pas, un rassemblement au Japon, une concession aux États-Unis. Donc Eddy, je donne pas mon âge, je crois que cette année c'est devenu privé en particulier. En fait non, j'ai jamais été dans l'automobile, mais j'aime ça depuis ma naissance, je crois. Qu'est-ce que c'est votre rapport au véhicule historique du coup à chacun? C'est plus genre, qu'est-ce que cette voiture me permet de faire si je la pilote. Bon, en tout cas, moi je suis encore en découverte sur ce monde-là, du coup j'attends de me faire mon propre avis. J'ai eu la chance d'essayer beaucoup de voitures. Plus j'essaie des modernes, et plus je me rends compte que les anciennes voitures apportent beaucoup plus de sensations. Eddy, ouais, t'as roulé des trucs toi? Ouais, mais moi j'aime bien acheter les trucs que les gens aiment pas. Ouais. Ou Ouais, que les gens aimaient pas. Je kiffe, ça je comprends Ça, j'aime trop. bien. Pendant un paquet d'années, toutes mes caisses, je les ai jamais achetées plus de 500 balles. Ouais. La première à 30 de toute façon. Non seulement je l'ai payé 30 balles, mais en plus le mec il en demandait 50 au départ. Donc, Ouais, la négoce. Après, c'était il y a 25 ans aussi. Oui, bah, Mais tu sais que c'est pas faux ce que tu dis, parce que moi j'ai eu l'embarras du choix pendant 10-15 ans à acheter des trucs à pas cher. Et ça fait 5-6 ans que ça commence à être compliqué de trouver des trucs vraiment accessibles et sympas. Tout le monde disait mais c'est de la merde, pourquoi t'achètes ça, c'est à chier et tout, ça va tomber en panne. Et maintenant, les gens spéculent dessus. Mon rêve en termes de sport auto, c'est le rallycross. Parce que c'est 5 tours, t'es côte à côte avec des types. Toi t'aimes le contact en caisse quoi. Ouais, exactement. Moi je ferais gaffe demain. extrêmement. Oh là. Est-ce que vous avez déjà fait tous de la piste et sur quel type de véhicule? C'était ma première expérience sur piste quand je suis arrivé au GP Explorer la première année. Il y a eu le Big Car Show il y a cette année où j'ai pu rouler rapidement un petit peu aussi d'autres choses sur la piste. On avait fait les Porsche aussi sur la glace. Oui, c'est vrai. À Val Thorens, ouais. Karting de log, j'en ai fait. Voilà, c'est vraiment ça ma plus grosse expérience, c'est vraiment le karting de log. Avec Étienne, on avait fait ça, la drift sur la glace avec des GT4 RS. Ouais. Plus tôt dans l'année, j'avais fait aussi en Alpina 110 et en Clio 4 RS. Bah, de la glisse sur glace, ça c'est incroyable. Stage de pilotage avec la police. Puis bon, du circuit de manière générale, le Mans, le Nürburgring, je l'ai fait une fois. Avec une GTR, ça c'est incroyable. Bah, moi du coup je me rends compte qu'il faudrait que je sorte un peu de chez moi. Parce que bon, j'ai fait 2-3 sorties circuit majoritairement au Laquais. Et quand je dis 2-3, j'ai dû en faire 3. J'ai eu la chance quand j'étais chez Coyote de faire une petite session, une journée endurance en équipe sur des hackers qu'ils appellent. Alors c'est des sortes de monoplaces carénés. T'es quand même en slick, t'es sur un circuit vachement exigeant. On les écuyait. Circuit compliqué mais très intéressant, et quand tu as l'occasion de faire toute une journée dessus, là vraiment tu as le temps de bien travailler tes trajectoires et... Avant que vous ayez des trucs à rajouter. Ah ouais, non, il y a plus de batterie. Puis ensuite, on a eu soif et on a arrêté de filmer. Nous revoici donc le lendemain, et on va attaquer par un truc assez mouvementé. Ça tombe bien, on est super frais. On a sélectionné pour nous 3 voitures pour parcourir ce qui s'apparente plus à un grand 8 qu'à une route. Et vous verrez que je vais pas très loin dans l'exagération. Donc on a une Supra MK4, oui là c'est ma petite vengeance à moi. Une Impreza qu'on voit juste derrière, STI 10 je crois, et une 208 Racing Cup modifiée. Ici on est chez PPAC, école de rallye siégeant sur le pôle. L'œuvre de Fabrice Morel qui nous a gratifié d'un petit tour du propriétaire avant d'aller voir la fameuse piste d'entraînement qui vaut le détour. Allez, venez. Voilà, notre atelier de préparation, c'est un peu le souk, mais bon. Ouais, bah Fabrice il a pas vu mon garage je crois. Eh non, là on est loin du souk en fait. De tenir propre. Et sous le préau, ben, on a toutes nos voitures de stage et de rallye qui sont là avec
208, la 208 R2. Bon, le Subaru, le Sage. J'ai rigoureusement la même 325, mais la mienne qui sert pas à la piste, elle est bien plus dégueulasse que celle-là. Oui, celle-ci. elle est nickel Celle-ci, par elle rapport fait à la piste, mais elle est toute propre. En termes de format de stage, ça va de quoi? En plus petit, à quel format le plus complet? Ça va de quelques tours, où ça démarre à 55 € pour permettre accessible. à tout le monde, voilà, une accessibilité au niveau du prix. À 55 €, on peut prendre le volant ici. Ouais, ah ouais, donc cher quand on considère les baptêmes qui font sur circuit la plupart du temps, où c'est 250 balles et 2 tours. Sur les Subaru, voilà, 55 €, tu fais une petite activité 3 tours, et après ça va jusqu'au stage de 3 jours. Bon bah faudra que je prévoie 3 jours prochainement alors. C'est relativement grande, unique en Europe. Les pilotes de rallye n'ont aucun support d'entraînement. Et l'entraînement est souvent la compétition. En plus de ça, c'est qu'il n'y a pas de tracé prédéfini. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la partie de la piste qu'on souhaite. Donc on a parlé un peu du circuit, puis on a rapidement glissé vers les voitures. La 2005, elle fait un peu plus de bruit, on est un peu plus dans l'esprit rallye. Et la 208, qui est une voiture qu'on a nous modifiée, qui est une base de 208 Racing Cup, des formules de promotion Peugeot circuit, qu'on a transformée en rallye. Et on a rajouté une boîte séquentielle. Et là tout de suite c'est une traction avec un pouvoir de séduction dans ces conditions. Ça fait 150 chevaux, c'est pas très puissant, mais si tu veux on s'en fout quelque part, c'est voilà, la manip de la boîte séquentielle. Mais trêve de bavardage, on va passer à l'action. Vous avez vos casques les trois là? C'est bon? On va découvrir le tracé du jour à bord d'une Yaris GR. Donc 3 cylindres 1,6 litre turbo, bien entendu, qui sort 260 chevaux pour 1300 kg environ, transmission intégrale oblige. Là vous devriez comprendre pourquoi j'ai utilisé le terme grand 8 précédemment. Après 2 tours en passager, c'est à moi de me mettre au volant. Là on a Eddie avant. Sur le gros du freinage, on va garder un peu plus les mains sur le volant en fait. Voilà, tu vas freiner rétrogradé. Garde un peu les freins, c'est un virage arrière. Garde les freins, voilà. Il faut peut-être ton train avant à s'inscrire. Hein. Troisième, voilà. Je connais pas bien Eddie, mais je vois bien le profil. Ouais, Etienne a tout de suite capté que j'étais pas à l'aise avec les chaussures. J'avais jamais approché ce modèle et ça a été évidemment très déroutant pour moi qui ne roule jamais dans des véhicules aussi récents. C'est ferme, les assistances sont omniprésentes, rien ne sert de taquiner la zone rouge et on voit bien qu'il faudra travailler dur pour exploiter la voiture au mieux de ses possibilités. C'est bien de commencer par celle-ci pour passer à quelque chose de plus sensationnel et plus raccord avec mes goûts automobiles. Trop court. On passe à l'autre Nippon, l'Impreza STI, 300 chevaux, 1500 kg, toujours 4 motrices bien sûr et un flat 4 qui s'exprime beaucoup mieux que sous le capot de mon exemplaire. Dans le lot des quelques modifications mécaniques, la plus notable c'est la suppression de l'assistance au freinage. Ça devrait être un peu déroutant au début, mais c'est aussi quelque chose qu'on finit par rapidement trouver indispensable en conduite sportive, je trouve. L'ambiance va changer. Un peu plus racing. Un peu pousse au crime quoi. Encore une fois, pour pouvoir rentrer et sortir de la voiture. Ouais, bien sûr. Okay. Allons-y. Il y a beaucoup de changements quand même. Ouais. Bon, c'est vrai que le bruit exacerbe un petit peu toutes les sensations. Hein. Alors elle est plus lourde. Hein. Là on prend 300 kg. Hein. Oui, oui. Donc ça sent d'emblée. Eh ouais. C'est un char. Hein. D'ailleurs il y a la bande sonore qui va avec. Voilà. Ouais. À partir du moment où tu refreines, c'est que tu les as lâchés tout court. Ils sont larges à chaque fois. Ouais, je suis d'accord. Oui, monsieur.
d'accord. Le freinage était juste aussi. Là, c'est crescendo. Comment vous dire? Bah, j'aurais bien fait une quarantaine de tours supplémentaires avec celle-ci, au bas mot. Elle est un peu plus difficile, parce qu'elle est un peu plus lourde aussi. Attention, ne pas être trop pressé pour lâcher les freins. Ouais, j'ai encore beaucoup à apprendre. En clair, je suis sûrement trop brouillon et un peu plus d'application s'impose. Quel cylindre à place? Ok, ça marche. Il avait l'air bien excité. Il s'est dit putain, c'est le dernier tour arrive. Maintenant, L'avantage c'est que Fabrice Il est avait excité, la chienne. Bah oui, hein, évidemment. C'est un grand oui. L'autre conclusion moins évidente, c'est que j'ai bien envie de réaliser une modification inutile sur mon Impreza Atmo, un collecteur asymétrique pour retrouver la sonorité tant appréciée des modèles à turbo. La butée de boîte qui arrête l'effort. Voilà. Et c'est parti pour une nouvelle découverte, la boîte séquentielle. Je sens que ça va être intéressant. Ouais, ça c'est un peu la honte. Ouais, on va accuser l'arbre à cam, ça doit pas favoriser le couple à bas régime. Et ben je peux vous dire que dans celle-ci aussi l'ambiance est bonne. Ça pousse pas bien fort, mais c'est un plus pour l'apprentissage, parfait pour se concentrer sur tout le reste. Ah, ça roule, hein. Ouais, bah franchement, j'en demande aussi, hein. Ça a beau être une traction, c'est vraiment fun. Super, bah, très intéressant. Ouais, moi j'avais jamais conduit de séquentiel dans ce style. Et après, on a eu droit au vrai tour de manège avec Fabrice au volant. Pas besoin d'en dire plus, les images et la bande son parlent d'elles-mêmes. Hugo, c'est bon? C'est bon. Ouais, j'ai eu une hésitation parce que je ne pas connu. Que dire sinon que c'était sans sas, j'en demande. Énorme merci à Fabrice de BPAC. Et voilà déjà la matinée de rallye derrière nous. Bon, il y avait heureusement matière à se consoler puisqu'on va cette fois passer au grand circuit du pôle et là nous attendent quelques engins pas trop mal dotés en matière d'équidés. Au programme, quelques tours au volant de ce truc qui m'était plutôt inconnu. Malgré les apparences, pas grand chose de BMW là-dedans puisqu'on trouve un V6 3,5 litres sous le capot. « 330 chevaux et un régime maxi fixé à plus de 9000 tours. Ça promet des sensations intéressantes. Le tout en dessous de la tonne, s'il vous plaît. C'est le team Speedcar qui nous met cet exemplaire à disposition et vous verrez qu'il y a aussi autre chose de prévu, avec plus de cylindres. Donc on a commencé à regarder la session de chauffe, on n'a pas 40 tours devant nous, donc autant les faire dans de bonnes conditions. Je sais pas pour les autres, mais vu le rythme autorisé par l'engin, ça avait tendance à me rendre assez humble à l'avance. Ils vont s'habiller et c'est parti. Hein. Allez, gardez pas de temps, suivez Charline là-bas. Vous mettez les tenues. Hein? Pour les combis? Ouais, ah oui, ils vont commencer donc à rouler. Cette fois, c'est Étienne qui va se mettre en premier aux commandes de cette midget. Ouais, je vous avais pas dit comment s'appelait cet engin. Voilà parti faire ses tours. Ma foi, il a l'air plutôt à l'aise là-dedans. J'ai hâte d'essayer ce machin.
Voilà la vitesse annoncée à la fin de la petite ligne droite. 180. Il a fait une belle virgule, à mon avis. Vous pourrez prendre la tronche du pneu en photo, à mon avis ça doit pas être mal. Ouais, à l'oreille il y a bien quelque chose. Et une curieuse fumée bleue par là-bas. Donc si tu as freiné très fort et qu'après tu c'est-à-dire trop, c'est fini. C'est-à-dire que si tu es en course et que pour avoir voulu gagner un tout petit peu, t'en mets trop, la course elle est finie. Elle est pliée la course. Parce que toi que tu as un peu. Oh non mais je le sentais dans le volant. Ah il est beau, c'est la corde tu dis. Ah ouais bah il est mort. Bah, c'est fini, dommage pour les autres. Putain le con. Bon, ça vaut que 250 balles le pneu. Bon bah on dirait que c'est râpé, au moins on l'aura vu tourner un peu. Bah j'aurais bien voulu essayer quand même. Des fois si je veux en faire trop ça m'arrive aussi. C'est con hein. C'est d'ailleurs que c'est une voiture bien emmenée, elle va aussi vite qu'une GT4. Bah tu vas sur teamspeedcar.fr. Bon, c'est sûr qu'avec un pneu dans cet état c'est déjà pas agréable, mais ensuite il y a aussi un risque d'éclatement. Bon, une de perdue, une autre de retrouvée. Quelqu'un a mentionné une GT4 ? En voilà une. Bon, pas question de se mettre au volant de celle-ci, mais un bon baptême est toujours le bienvenu, histoire de goûter au potentiel de cette Audi R8 V10. Mes oreilles vont forcément apprécier ces quelques tours et j'espère que les vôtres aussi. Mécaniquement, c'est pas une voiture très éloignée du modèle de série, mais bon, ça reste une voiture de course pour le reste. La plus grosse différence, c'est qu'on ne retrouve point le système Quattro au niveau de la transmission, puisqu'en GT4, seules les propulsions ont droit de citer. Bon, reste quand même qu'il y a 500 chevaux pour 1450 kg, et puis bah bien sûr des slicks qui devraient causer la surprise dans mon système digestif. Et donc après ces quelques tours de chauffe, c'est à mon tour de me faire torturer. Tu laisses bien les pieds à plat sur le plancher. Celle-là, ça me super. Ben oui, ça roule fort ce truc. Et en passager, sans un réglage vraiment personnalisé du siège, mes parties génitales affirment haut et fort que le freinage est du genre puissant. C'est d'ailleurs le seul conseil que j'ai le temps de donner à Étienne. Attention aux noisettes. Ah oui, ça bouge fort. Ah bon, je conseille, attrape direct la barre parce que le baquet, comme il est pas attaché, sinon ça se défonce avec nous. Quoi? Tu dis quoi? Attrape direct la barre parce que comme le baquet il est pas à tes dimensions, tu es ramené vers le... Tu vas emmener sur les... Ok, d'accord. C'était comment? Tous les jours je fais... Ça grippe fort, hein? Ouais. Surtout le freinage. C'est encore un ton au-dessus de ce matin parce que là il y a des vrais pneus. Ouais. C'est efficace et ça a l'air intéressant. Hein. Pour celui qui a le temps de connaître un peu la caisse, ça doit être vraiment jouissif d'enchaîner des tours pour chasser le chrono là. Et en V10, j'avoue que moi je m'attendais à une V8. Ouais. Je connais pas ces caisses, mais du coup bonne surprise parce que niveau bande son, on est bien. Tiens, prends ça! La suite des hostilités, ça s'est passé avec CMR, Classic and Motors Racing. Hugo m'avait dit, tiens, regarde leur catalogue et dis-nous ce que tu veux essayer. Bon, évidemment, tout n'était pas forcément dispo à la date de notre venue, mais on s'est quand même retrouvé avec des modèles des plus emblématiques qui devraient vous intéresser. L'un d'eux, en plus, était là pour être malmené sur piste et non sur route ouverte. Ça tombe bien, j'ai besoin d'évacuer la petite frustration de laisser voler d'une midget. Était présente une Austin LS100 59, un petit roster plus anglais que ça, tu meurs. Pourquoi 100 ? Pour 100 miles par heure, puisque c'était la performance que la marque voulait mettre en avant. À l'aube des années 60, 160 km/h, c'était pas rien. Il y avait également leur Fiat 124 Abarth, que j'ai pas eu le temps d'essayer non plus. Par contre, la magnifique BMW Z1 que vous voyez là, j'en ai évidemment fait ma priorité. C'est donc dans celle-ci que je vais vous embarquer en premier pour partager cette expérience et vous faire part de mes impressions. Ah, c'est vraiment une voiture idéale pour profiter de la météo exceptionnelle de cette journée de novembre. Donc la Z1, c'est une excentricité produite à 8000 exemplaires par BMW de 88 à 91. Ces portes qui s'effacent dans les bas de caisse annoncent la couleur, c'est presque un concept car qui se serait retrouvé par erreur produit en série. Ah, et là je découvre son premier trait de caractère. C'est surprenant, j'ai jamais eu de 30. Oui. La démultiplication sur cette caisse, c'est très spécial. Hein. Exactement, tout à l'heure, là en l'amenant, je me suis fait la même. Ah la vache, ça tourne. Et c'est vrai que quand t'es dedans, tu te rends compte à quel point c'est minuscule comme voiture. Exactement, c'est vraiment. Tu dois être dans les dimensions MX5, voire même peut-être un peu plus petit.
j'ai toujours trouvé par contre qu'il y avait un petit décalage entre le style de la voiture et la mécanique qu'il y avait dedans. Oui, parce que sous le capot on retrouve une vieille connaissance, le M20 2,5 litres bien connu dans la 325 et E30 par exemple. 170 chevaux qui doivent mouvoir environ 1250 kg. J'ai toujours cru à un engin un peu radical sur les bords, vu l'aspect et les dimensions, mais je vais vite me rendre compte que je suis à côté de la plaque. Mieux à la balade par contre. Parce que tu vois, le moteur il est hyper silencieux. Hein. Et il est souple. Je veux dire que la boîte est super agréable. L'embrayage boîte, vraiment, on est bien chez BM quoi. Il n'y a que la direction, vraiment c'est très perturbant. Et sortir en rentrant dans le box, je continue à tourner, je me dis c'est bizarre. C'est vrai que c'est plutôt agréable, mais vraiment je ne sais pas trop quel type de personne pouvait acheter ça neuf. Donc voilà, la Z1 c'est un objet tout doux, confortable et apaisant. Paradoxal, non? Passons à une autre BMW, moins sage et dont on va poser les roues sur ce beau circuit. Je vous présente une 2002 Ti de 73, qui fleure bon la compétition amateur. Les consignes de mon accompagnateur ont le mérite d'être claires, pas plus vite qu'à fond. J'ai juste à attendre qu'Étienne revienne de ses quelques tours en espérant qu'il me la rende avec ses pneus. Bon, il est bien revenu avec les pneus intacts, mais avec un petit souci d'accélérateur, heureusement vite corrigé par un mécano de CMR. On dirait que je vais enfin avoir le droit de piloter sur ce circuit. Amuse-toi bien. Merci. Ouais. Le démarrage tourne tellement doucement. Ça c'est sûrement encore un coup d'Étienne, il a dû saboter l'alternateur ou un truc comme ça. Faut vraiment pas que je roule apparemment. Ça c'est le charme de l'ancienne. Bon, la pédale de frein elle est tellement haute. Je l'aurais pas trouvé si j'avais pas essayé maintenant. Je vais me familiariser parce que sur un moment de surprise, c'est bien de la trouver quand même. Après un premier tour de découverte en mode touriste, j'ai appuyé un peu plus fort. Quelle plage de régime dans celle-là? À fond. À fond c'est bien, ok. Le pédalier il est prévu pour le talon pointe quoi. Ouais, il est bien sympa. Hein. Que dire? Ah, j'adore le pilotage. Et ce genre d'engin a tout ce qu'il faut pour me combler. C'est fun, exigeant ce qu'il faut. 130 chevaux seulement, mais... Ah, j'aurais bien fait 24 tours de plus. C'était comment? Je pense que je me suis plus amusé avec ça qu'avec la midget, tu vois. Si j'avais eu la possibilité de faire quelques tours avec. Le véhicule suivant, on l'a déjà vu sur piste pour un petit échauffement qui semblait indispensable vu les quelques figures artistiques réalisées. Sous vos yeux donc une 911 Carrera RS. Cette 993 va être la première 911 que j'ai l'occasion de conduire. Petit crève-cœur, ce sera comme pour la Z1 sur route, mais ça reste un sacré privilège.
à faire pour ceux comme moi qui connaissent mal la marque. On est en fin de production de 92 à 94 pour cette version RS. 3,8 litres, 300 chevaux et bien sûr refroidissement à air. 300 chevaux ça paraît presque sage, mais bon, on est entre 1 tonne 2 et 1 tonne 4 et ça fait un beau rapport poids-puissance. À 280 000 € le morceau, on va par ailleurs éviter de la casser. Livré d'origine avec un 5 points comme ça? Alors le harnais je sais pas, l'arceau oui ça c'est sûr c'est la version RS donc circuit. Ouais. Parce que du coup celle-là elle est vraiment complètement d'origine. Ouais. Donc tu vois la boîte. Alors faut juste faire gaffe à pas mettre la marche arrière. Exactement. Non sinon elle est vraiment plutôt douce hein. Oui, ça. Il a envie de s'exprimer hein. Ça change de... Oui c'est moins mou. Bah après on s'est retrouvé derrière un capture donc j'ai pas pu vraiment pousser les gaz avant que la GoPro fasse sa GoPro. Donc il me reste que le son à vous partager de la petite accélération que je me suis permis un peu plus loin. Bon allez s'encastrer dans le camion. Je peux par contre vous dire que j'ai été vraiment étonné de la facilité de conduite de ce flat 6 pouces à bas régime comme un gros V8 et me prendre des tours comme un 4 cylindres Honda. Fabuleux. Mais rien de difficile, tout est doux, la suspension est ferme mais confortable. La DB7 est plus éprouvante à conduire en daily que cette Carrera RS. Je m'attendais pas à ça. J'ai jeté de nouveau un coup d'œil à leur catalogue. Entre temps, il y a quelques spécimens qui sont apparus que j'aurais bien aimé pouvoir essayer. Une autre fois peut-être? Mais tout n'est pas présenté sur le site, loin de là. Et justement, en fin de journée, on a eu droit à un petit tour dans la réserve. Vous pourrez voir ça en fin de vidéo. Croyez-moi, ça vaut le détour. Passons maintenant à l'activité suivante. On va continuer à pouvoir profiter des 20 degrés sous le soleil de cette fin de journée à bord d'engins prévus pour délivrer l'expérience la plus pure en termes de conduite sur circuit. Vous aurez bien entendu reconnu des Caterham. On va pouvoir enchaîner bon nombre de tours, de quoi avoir le temps de se familiariser avec le tracé et la voiture. Pour le tracé, vous pourriez me faire remarquer que j'ai déjà tourné dessus quelques minutes auparavant, oui, mais à l'est c'est spécial, on peut y tourner dans les deux sens. Pour cette fois, on va d'ailleurs reprendre le sens historique si je fais pas erreur. Ah, et puis là, si vous avez l'œil, vous avez pu remarquer qu'il y a une couille dans le pâté. Ce truc-là ne tourne pas à l'essence, mais monsieur Vincent Beltoise, qui est le cofondateur de l'Electric Motorsport Academy, relève donc le challenge de me faire essayer cet engin. On verra s'il y a matière à être convaincu. Mais ça pas idiot. Donc moi je voulais une petite Caterham. On est organisateur du championnat, donc en accord avec la fédération et les circuits. Donc, on est équipe de course, donc vous avez tout aperçu un camion. On a un camion, on transporte entre 15 et 20 voitures par week-end. Et on profite après aussi de cette structure pour faire des stages de pilotage aux entreprises, aux novices qui veulent prendre du plaisir, et également aux pilotes qui veulent se perfectionner, parce que la Caterham, donc je vais y venir, c'est une super voiture école. Pour ne pas prêter à confusion, vu que la voiture est quand même faite à l'aise par nos soins, on appelle ça une Electric Motorsport Academy et non pas une Caterham électrique. Subtilité importante donc, c'est une voiture électrique sur châssis Caterham, mais la recette reste locale et non pas le fruit d'usine Caterham. On l'a acheté en accord avec eux, l'arceau de sécurité c'est le leur, les jantes c'est les leurs, les suspensions c'est les leurs, jusqu'au pont différentiel c'est une Caterham. Et en fait on vient retirer le moteur et la boîte et on vient greffer du coup sous le plancher des batteries qui viennent un petit peu rigidifier le châssis, un moteur électrique et un contrôleur, pas d'assistance, pas d'ABS. Avoir une voiture qui puisse glisser, elle fait 150 kW on va dire en moyenne, entre 120 et 180 en fonction du réglage, et donc on arrive à rouler entre 30 minutes et 1 heure pour un poids de 650 kg. Donc un petit comparatif, un Altis Sigma qui fait 135 chevaux, le rupteur est à 6700 tours minute, et l'électrique, donc là je vous ai mis la version école à 125 kW, beaucoup plus de couple du coup, au moteur 400 Nm, 100 kg de plus, pas de boîte de vitesse et donc une vitesse de pointe de 190 km/h. Ici vous les atteindrez pas. Parce que là, les 205 km/h de la thermique, on les atteint en rupteur en fait? Ouais, là c'est le rupteur de 5. Okay. Ouais, donc ça me fait une meilleure idée de la longueur de la boîte. Ouais, c'est ça. On va déjà commencer avec la recette traditionnelle, là. Pas d'erreur possible. Le temps que les voitures soient prêtes à nous embarquer, on a le temps de voir tourner la Stone de Vincent. On est sur une autre belle machine de circuit là. On voit pas une...
toute façon, ils ont jamais su faire des voitures moches, Aston Martin. Rien de plus vrai n'a été prononcé ce jour-là, je crois. Regarde, t'as même la place de prendre tes bagages ou tu les courses. Tu peux faire les courses, c'est pas mal. Tu vas faire les courses avec ça. Ouais, ça m'a l'air plutôt pratique. La valise de bière, elle rentre. Ça ne marche pas. Allez, c'est à nous. C'est bon, ouais. Ouais. Alors fais gaffe. Hop. Allez, je te laisse démarrer. C'est bon? Allez. Là, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. Je sens qu'après ça, je vais trop obsédé d'en acheter une. Alors on va avancer directement au tour suivant qu'on rentre dans le cœur de l'action. Voilà, ça y est, vous avez fait un tour avec moi et on n'est pas mort. Bon, les prochaines fois, je vous mettrai juste des extraits parce que malheureusement, le son est pas terrible. Ah, et là, j'ai trouvé quelqu'un en train de jouer dans le bac à sable. Enfin, le bac à gravier plutôt. Voilà qui a mis fin à cette session et maintenant, on va pouvoir assister au débriefing et se préparer pour la suite. Alors, quel bilan tirer de ces quelques tours avec cette Caterham au carburant fossile? Eh ben, comme prévu, maintenant j'en veux une. Donc bah c'est pas piégeux mais joueur ce châssis. Moteur volontaire mais jamais brutal, freinage super adapté, niveau de grip idéal. C'est pas ma voiture donc je me suis pas permis beaucoup de fantaisie mais on sent bien qu'on peut faire dans l'originalité si l'envie nous en prend. Comme l'a dit Vincent, une super voiture école, très homogène donc. Pour ceux qui finiraient par s'ennuyer avec, je suis sûr qu'il existe plein de motorisations compatibles qui arriveront à susciter la peur chez le pilote en manque de sensations. Sinon bah j'étais pas tout seul, j'ai cru voir une voiture revenir dans mon rétroviseur au fil des tours, j'ai bien l'impression d'être un peu trop frileux. Alors revoilà la petite tempête de sable qui signe la fin de la session. Ouais, j'avais pas encore saisi la méthode la plus athlétique pour rentrer et descendre de la voiture, mais ça va venir. On va refaire une session volontaire. Le cas, je l'ai vu sur la dernière chaise. Ah, c'est bon. Ok. C'est bien. Ah, c'était marrant ça. Faut pas ralentir au drapeau d'amis, hein. Faut ralentir après la ligne. Ouais, bah de toute façon, c'est vachement pas, il y a un truc qui la plante beaucoup par contre, et ça me l'a fait, tu vois, dans les poils, tiens. Ah, bah il arrive. Je revenais, j'étais sur toi. Ah, et là, ça va être rigolo. Ah ouais, je roule moins fort. Mais pas beaucoup, hein. Vraiment, je me suis dit, il faut que je me focus.
et je roule propre, et genre j'ai fait 2-3 bêtises, du coup ça m'a retardé dans la remontée. Voilà, moi j'ai pas le même mérite que toi, tu commences direct par faire des conneries. Ouais. Moi j'attends de voir, après je fais mes conneries, et après on voit ce qui se passe. Ouais, je crois que tu as raison, c'est exactement ça, je fais d'abord les conneries et après à la fin elle est de marche. Hein. Bah ouais. Ah voilà donc la fameuse Caterham convertie en tout terrain. Et vous avez la poussière là-bas? Ouais, c'est ça. Mais j'étais vachement content que tu viennes bien. Tu fais chier, t'es juste en train de s'amuser. Bah ouais, je sais, on fait chier tout le monde en plus. J'ai bien peur qu'en plus ce soit la double peine pour le pauvre Alex, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde maintenant pour regarder ça. Hop là. Toujours d'abord les mon champion. Ralentissement. C'est pas faire un truc. T'as rien fait? J'ai un problème avec les boîtes de vitesse. Là on va voir si je me sors dans le bac. Non. Mais t'as droit, c'est vrai que j'étais tellement chambré de mon vieux que c'est propre à entrer. On a passé du temps à regarder les images de chacun et voir là où on pourrait facilement améliorer nos passages. Pendant ce temps, les châssis Caterham motorisés par l'énergie du diable étaient en préparation pour recevoir nos fessiers frétillants de l'envie de retourner en découdre sur le goudron en pleine chute thermique. Il y en a beaucoup là-bas. Là-bas, si tu quand t'es en forme, là-bas, le premier, là, tu le bâches, tu gaves juste le pied. Ah bah oui, forcément, le principal sponsor de ces voitures était tout trouvé, hein. Voilà, donc rentrer par le haut, c'est apparemment ce qu'il faut faire, en fait. T'es en neutre. Ouais. Marche arrière. Neutre, marche avant. C'est la région du loup. Ouais, mais non. C'est bon, c'est comme ça, exactement. On va commencer en mode école, donc avec une puissance ramenée à 120 chevaux si mes souvenirs sont bons. Et si on est sage, apparemment, on aura le droit au super bonus. Allez, allez. Faites les bruitages. Le silence est évidemment perturbant et ça rend la perception du rythme un peu plus difficile, je trouve. Évidemment, le moteur est hyper disponible, du coup tout le temps ça donne la même impression qu'un moteur de très grosse cylindrée. Manque plus qu'un peu plus de pêche et ça donnera surtout envie de glisser. À voir dans quelques tours. Là j'ai Alex en ligne de mire et donc bah forcément j'ai envie de le doubler maintenant. Ah, un vrai gentleman, à moins qu'il ait juste pas envie de revisiter un bac. Bon, il est vrai que cette version est un peu plus lourde, mais ça se sent pas tant que ça. Peut-être un peu plus souvireuse. Ouais, je peux pas m'en empêcher. On fait pas de débrief. Ouais. Je te mets le mode sport. Allez, super. Regarde, ça va booster un peu plus. Oui, j'imagine. On repart cette fois-ci avec la puissance intégrale. Voiture entièrement débridée donc. Si vous regardez mon casque, vous pourriez croire que je suis atteint d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Poil, cul, sapristi, zut. Je vous rassure, c'est pas ça. Je remarque dès les premières accélérations que le phénomène qui m'avait paru mineur en mode école est ici bien plus prononcé. J'ai de violentes coupures comme si des rapports étaient passés sauf qu'il n'y a pas de boîte. Le phénomène n'a pas pu être reproduit apparemment, donc la seule explication possible ce serait que ma pointure 47 ait interféré légèrement avec la pédale de frein, et comme il existe une sécurité pour que les deux ne puissent pas être actionnés en même temps, bah voilà. Dommageable pour le chrono, mais heureusement ça m'a pas empêché de m'éclater sur chacun de ces tours. Smells like Electron. Ça aurait été comme ça toute cette journée, c'est trop court, tout est toujours trop court, et ça, bah c'est bon signe. À refaire. Bon, j'avoue, je suis tout de suite allé casser les couilles à Vincent pour savoir si c'était moi qui lui halluciné ou si c'était qu'il y avait un truc, mais bon, voilà. Là, la seule explication qu'on a trouvée, c'est celle que je vous ai donnée.
Et en fait, il restait une dernière petite surprise, mais d'abord il fallait enlever les graviers d'une Caterham, je sais pas pourquoi il y en avait autant, c'est bizarre. Et ensuite, on a eu droit à 2 tours entre les mains de pilotes bien plus expérimentés et qui avaient bien envie de s'amuser apparemment. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai repris un peu de confiance, mais j'ai toujours une trace au fond de mon pantalon. Démarre là, on est d'accord. C'est moi là dans la voiture blanche, c'est mon sac de sable avec le casque blanc. Après j'ai regretté d'avoir été aussi gentil avec ma voiture, j'aurais dû être nettement plus agressif en termes de pilotage parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux apparemment. La combi. Elle est là, c'est bon. Sur quoi? C'est plus sexy comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Il ne restait plus qu'à connaître nos temps, mais on se doutait bien de comment allait situer le classement. Après on visite oui, après. Ah, les chronos. Ah oui. Ah ouais, les chronos. Pour la thermique, c'est en effet toi Étienne qui est devant. 1,26 599 pour être exact. Oh, trop bien. Cochon. Ensuite, Smell Like Gasoline qui est 1,27 591. c'est On est pas pas mal mal, aussi. hein. Alpha Delta, du coup, 1,28 353. C'est bon, les gars. Ça va, ça va. Il y a un petit peu de volant. En électrique, l'écart se creuse encore. 1,24 donc Étienne 1,24 à peu près en électrique, donc ici 1,26,8 pour à votre avis quel d'entre vous? Je sais pas, elle est en panne la mienne. Ah ouais. Non du tout, au contraire, parce que ça fait un bon temps. Donc 1,26,8. Elle était quand même en panne. 1,27. On débriefera les images. En fait, elle a pas précisé, c'était le temps avec le bac. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de piquer une de ces Caterham qu'elles étaient déjà rangées dans le camion. Ensuite, j'ai été à la rencontre de certains d'entre vous qui avaient réussi à se libérer en ce mercredi soir. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, c'est toujours super agréable de discuter avec d'autres amateurs de mécanique puant l'essence. T'as l'impression de rouler vite? Il va être. D'accord. C'est vrai que... Ah bon? Tu l'as mal au cul. Tu l'as acheté un bon moment, la rend pas maintenant. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et on s'est fait vider par la police locale mue par une Ford qui doit être pleine de gravier logiquement. Mais je vous avais promis un dernier petit truc qui valait le détour, donc voilà les ateliers et le stock de CMR, Classic and Motors Racing, pour rappel. Donc là, on a un très gros chantier sur le ancienne, Ferrari 365, que je compte sur vous pour vous mettre chez nous à l'écurie. Donc là, le chantier, c'est on va la décaper entièrement et on va refaire toute la peinture. Ah oui. Oui, effectivement. Je ne me rends pas toujours compte de ce que j'ai devant les yeux. Ah, c'est l'exploitation chez nous à l'écurie. Il y avait aussi une autre silhouette qui m'était plus ou moins familière. Je vous la rachète si vous voulez, si elle vous embarrasse. J'ai des pièces. C'est cassé là, non? Ah oui, mais carrément là aussi, là. Ça, c'est une voiture qu'on va entièrement reprendre. Je connais cette couleur. Je connais ce moteur. Tu veux récupérer les pièces ou quoi? V12. Par contre, je te conseille de surveiller la voiture parce qu'à tout moment, lui, il va venir. Est-ce que, Eddie, tu veux le même aileron sur ton Aston? Ouais. Alors, vu la conso actuelle, avec ça en plus, ça va pas arranger. Et en fait, le meilleur était à venir. Ah, les gars, demi-tour, il n'y a quasiment pas de voiture, ça sert à rien. J'admets que là... J'étais obligé de m'attarder un petit peu sur celle-ci quand même, mais il y avait tellement de choses à voir. Va falloir m'expliquer l'origine de cette livrée quand même. Sur la Venturi. Ouais. Bon sang. Non, moi non plus. Parce qu'en plus la caisse est belle sans ça. Ah oui, c'est spécial. Après, bon, ça me va quand même, hein. Ah oui, ça, c'est ma cam. Ça doit être très violent.
Ouais, tu dois pas voir grand chose. Hein. C'est une Zagato peut-être, non, celle-là. Ah oui, c'est une virage Zagato, ouais. On va voir. C'est sur la vue de ce hangar absolument hallucinant qu'on a repris la route en DB7 après avoir dit au revoir à tout le monde en espérant avoir l'occasion de passer de nouvelles journées aussi incroyables que celle-ci ensemble. Bon ben voilà, une journée qui s'achève bien dense, je crois que c'est le mot. Positif aussi parce que plein d'expériences sur des caisses très différentes les unes des autres et des trucs que j'avais jamais fait. Donc le format rallye sur des routes quand même qui n'ont rien à voir avec un circuit, c'était intéressant. Une caisse en séquentiel, ça change bien aussi. Et puis au-delà de cette très bonne formule proposée par Hugo et l'équipe de Classic Racing, du circuit du pôle mécanique d'Alès, entre autres, mais l'autre point positif c'est que la DB7 va nous ramener à bon port a priori sans avoir rencontré de problèmes notables. Donc, par contre ça permet quand même de remarquer quelques petits dysfonctionnements et dans le lot des dysfonctionnements il y a quand même la consommation qui est anormale et c'est probablement lié aussi à un autre problème qui est qu'elle donne des à-coups à faible charge. Et bon, c'est moyennement plaisant et surtout c'est quand même très bizarre quand on a un V12 d'avoir comme ça des soubresauts. Donc il va falloir que je cherche un peu plus loin, mais je serais pas surpris que le circuit de carburant au plus proche du moteur et il soit à nettoyer à minimum. Donc je m'en occuperai plus tard, mais voilà, je suis content. Elle aura fait je sais pas combien, 800 bornes quasiment en 2 jours et ça s'est bien passé, c'était agréable. Là, Eichel est en train de tester la bagnole, il est aussi sur l'autoroute et franchement, dans cet environnement, on est bien. Donc je vous reprends pour finaliser cette vidéo dans quelques instants pour vous et dans 2 heures pour moi, quand je serai arrivé à destination. Mais je suis assez confiant. Voilà, excellente journée en tout cas. Excellente journée pour laquelle je remercie encore le pôle mécanique d'Alès, PPMA, Team Speedcar, la Caterham Academy et l'EMA, ainsi que CMR et Classic Racing. Et puis un énorme merci aussi au vrai héros du jour, Hugo. Donc merci Hugo. Ce mec-là a réussi à rentrer tout ça dans une journée. Et puis évidemment, merci à vous, parce que si vous n'étiez pas là pour regarder les vidéos, jamais j'aurais eu l'opportunité de passer une journée comme celle-là, donc merci. Et puis vu le moment de l'année, là je vais pouvoir aussi vous souhaiter une excellente année 2024 en espérant que je puisse encore compter sur vous pour ce genre de choses. Donc merci encore et puis à la prochaine avec celle-ci je pense. Ciao.